Merci beaucoup, Olivier. Il y a donc un début de fidélité, en effet, de ma part à ce forum, auquel je suis particulièrement attaché, parce que je crois, comme chacune et chacun d'entre vous, au potentiel collaboratif qu'il existe entre nos deux pays et entre des entreprises qui, dans l'ensemble des filières qui sont bien représentées de chaque côté de la frontière, peuvent effectivement nourrir des ambitions de développement partagées. Je voudrais, Olivier, insister d'abord sur un rappel des raisons pour lesquelles, en tant qu'entrepreneur italien, vous pouvez vous tourner vers les régions françaises pour venir y investir et vous implanter, en insistant sur ce qui a pu, au cours des dernières années, changer dans le paysage économique français. Le premier élément que je voudrais d'abord rappeler, et qui me semble avoir son importance, c'est que notre économie, dans un contexte, je dirais, de morosité internationale assez forte, liée à des tensions commerciales que vous connaissez entre différentes zones économiques internationales, notre pays continue de résister en termes de croissance. Il va faire mieux cette année que ne le fera l'économie allemande, et cela montre la solidité des piliers de croissance français, qui repose non seulement bien sûr sur le commerce extérieur, mais également sur une dynamique de consommation et d'investissement qui est assez forte de la part des entreprises françaises. Et donc c'est important de voir que notre dynamique continue de s'auto-alimenter grâce à cet équilibre qu'il peut y avoir dans notre trajectoire de croissance. Au-delà de cette raison conjoncturelle, je veux revenir sur quelques piliers traditionnels de notre économie, et qui fait bon de trouver lorsqu'on vient s'installer sur notre territoire. Au-delà de ce que le ministre a déjà présenté tout à l'heure, je veux insister sur le fait que vous trouverez en France une main-d'œuvre extrêmement qualifiée et productive. On sait que dans notre pays, il y a à peu près 1,6 million d'ingénieurs et de cadres supérieurs qui sont évidemment mobilisés pour faire avancer l'économie française et l'économie européenne. Et ce sont généralement des employés aussi, de manière plus générale, très productifs, puisqu'on a la caractéristique dans notre pays d'avoir la 7e productivité horaire dans le monde, et des coûts de main-d'œuvre qui sont souvent inférieurs à ceux qu'on imagine, notamment dans l'industrie, où les statistiques d'Eurostat montrent que l'économie française, les coûts de main-d'œuvre dans l'industrie française en 2016 étaient notoirement inférieurs à ceux qu'on peut observer chez notre voisin allemand. Donc une main-d'œuvre qualifiée et productive, évidemment des infrastructures très très fortes, un pays qui a le premier aéroport d'affaires, le deuxième pour le fret, le 3e réseau ferroviaire le plus performant en Europe, qui crée donc autant de facilité lorsqu'il s'agit justement de pouvoir se déplacer et de parcourir notre territoire. Au-delà de ces aspects, moi, ce qui, je pense, est particulièrement nouveau dans notre paysage économique, c'est sa capacité à s'engager dans un rythme de réforme extrêmement important, et qui s'est vraiment amplifié depuis l'été 2017, avec, à la clé, justement, plus de facilité pour les entrepreneurs qui s'installent sur notre territoire. Ces réformes touchent à la fois le marché du travail. Vous savez que la France a pris des décisions à l'automne 2017 sous la forme de ce qu'on appelait des ordonnances travail, et qui vont mettre davantage de souplesse sur le marché du travail et combiner assez habilement une ambition de souplesse et une ambition de sécurité pour les employés. De plus en plus, le dialogue social s'organise dans notre pays au niveau des entreprises, là où il s'organisait auparavant au niveau interprofessionnel et au niveau des branches. Donc de plus en plus de décisions se prennent dans le dialogue social au niveau de l'employeur, dans sa relation avec les salariés et les organisations représentatives des salariés. C'est évidemment un atout pour faire avancer son entreprise avec plus de marge de manœuvre, en tenant compte des niveaux d'activité réels et anticipés. Deuxième réforme, ça a été dit par le ministre, je n'y reviens pas, mais uniquement sur le volet
de la fiscalité du capital avec la flat tax. Parallèlement, il y a aussi des progrès qui sont faits en matière d'imposition sur les sociétés. La France, qui part d'assez loin sur sa trajectoire en matière d'imposition sur les sociétés, va revenir au niveau de la moyenne européenne en 2022, donc d'ici la fin du présent quinquennat du président Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été engagées au cours des derniers mois également pour diminuer ce qu'on appelle les impôts de production, qui sont particulièrement élevés dans notre pays et qui représentent à peu près, pour vous situer, 70-72 milliards d'euros par an et qui sont considérés comme étant en amont des bénéfices dégagés par les entreprises comme un obstacle encore aujourd'hui à leur croissance. Et donc il y a tout un tas de réflexions qui ont été engagées pour d'un côté essayer de mieux maîtriser la dépense publique, y compris la dépense publique locale, de façon à recréer des marges de manœuvre pour baisser les impôts de production. Donc réforme du marché du travail, réforme de la fiscalité, et puis il y a une loi très importante qui a été promulguée cette année, le 22 mai dernier, et pour laquelle les différents décrets vont être totalement publiés d'ici la fin du mois de novembre. C'est ce qu'on appelle la loi Pacte, qui porte une ambition très forte d'accompagnement à la croissance et à la transformation des entreprises françaises et installées sur le territoire français. Et cette loi, qui est très lourde, très dense, 1090 pages, 220 articles, couvre énormément de sujets pour simplifier la vie des entreprises, leur offrir un environnement financier et d'innovation beaucoup plus propice à leur activité. Et dans cette loi, on retrouve par exemple une simplification des seuils. Vous savez qu'en France, on avait de multiples seuils qui entraînaient autant d'obligations fiscales et sociales et administratives pour nos entreprises. Dorénavant, on a deux changements majeurs. La première, c'est qu'il n'y a plus de seuil au niveau de 20 salariés. Donc toutes les entreprises, et elles sont quand même assez nombreuses, il y en a 44 000 situées entre 20 et 49 salariés, ne sont plus assujetties aux obligations qui s'imposaient à elles lorsqu'elles franchissaient le seuil de 20 salariés. Et puis, à chaque seuil, les entrepreneurs ne seront assujettis aux obligations qui leur incombent que si elles ont franchi durablement, c'est-à-dire que pendant 5 années consécutives, ce seuil. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui aurait hésité à recruter en disant « tiens, je vais passer de 49 à 50, mais je sais que je vais avoir de nouvelles obligations », si elle le fait une année donnée parce que le carnet de commandes potentiel sur l'année suivante est estimé en hausse, elle peut le faire avec beaucoup plus de liberté en sachant que si elle revient en arrière l'année d'après, eh bien, elle ne sera pas imposée à ces différentes règles qui s'appliquaient jusqu'à présent. Donc la loi Pacte entraîne beaucoup de choses supplémentaires qui libèrent encore un peu plus l'énergie et permettent aux entrepreneurs de se concentrer sur leur dynamique d'innovation. Je crois que ce qui est également nouveau dans notre pays, j'insisterai là-dessus pour ne pas être trop long, c'est 2 points supplémentaires. Le premier, c'est que il me semble que notre pays est particulièrement leader dans l'émergence d'un nouveau modèle capitaliste qui combine mieux l'ambition à la fois de croissance, l'ambition de dégager des profits, c'est évidemment la mission première d'une entreprise, mais aussi de partager la valeur dans cette entreprise. J'ai été chargé personnellement par le ministre de l'économie et la ministre du Travail depuis quelques mois d'inciter les entreprises dans notre pays à développer des systèmes d'intéressement et de participation. Vieille invention qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale et des débuts de la Ve République avec le général de Gaulle, qui avait mis en place les premiers dispositifs d'épargne salariale à partir de 1959. Et aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte d'équiper non seulement les grands groupes, qui le sont déjà très largement, les ETI, qui sont également très bien outillés, mais aussi les PME et les entreprises de moins de 250 salariés, pour qu'elles puissent mieux associer les salariés aux résultats. Mieux associer aussi les salariés au capital de l'entreprise à travers, là aussi, des incitatifs puissants, notamment sur le plan fiscal, pour favoriser l'actionnariat salarié. Donc je crois que notre pays combine assez bien aujourd'hui, et cela peut intéresser beaucoup d'entreprises italiennes, à la fois une simplification administrative. Il faut savoir que dans notre pays, il ne faut que 3 jours et demi pour créer son entreprise, là où il faut 4 jours et demi au Royaume-Uni et 10 jours et demi en Allemagne pour le faire. Donc, nous combinons de la simplification administrative, un environnement fiscal qui est moins pénalisant et qui, demain, sera sans doute plus favorable qu'il ne l'a été au cours des dernières années, mais aussi, sans doute,
une vraie réflexion sur la recherche d'un bon équilibre entre la dimension d'efficacité économique et la dimension sociale. Et pour terminer, je voudrais insister sur un dernier point, parce que la question qu'on peut et qu'on doit se poser lorsqu'on est entrepreneur, c'est qui va m'aider. Et là, je suis encadré par deux grands réseaux financiers, l'un privé avec BNP Paribas et l'autre public avec BPI. Je veux vous dire qu'en France, depuis une dizaine d'années, on a bâti un système d'accompagnement des entreprises qui est véritablement efficace, foisonnant. Beaucoup de réseaux, publics et privés, notamment beaucoup de réseaux associatifs, Croissance Plus, Réseau Entreprend, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, mais aussi Pacte PME, qui est l'alliance entre les grands groupes et les PME françaises, se mobilisent pour accompagner les entreprises installées sur notre territoire et faire en sorte que la commande publique et privée de la part des grands groupes soit mieux orientée vers les PME françaises et les PME installées sur notre territoire. Et c'est des raisons supplémentaires, me semble-t-il, pour investir dans notre pays, à l'heure où notre pays accueille déjà 28 000 filiales étrangères qui sont installées en France, dont je crois, si je ne me suis pas trompé dans les chiffres qu'on m'a soufflés hier, environ 1600 qui sont des entreprises italiennes. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel de développement encore de ces entreprises italiennes sur notre territoire. Et avec Fabrizio, avec Olivier, avec les équipes de l'IREFI, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de pousser un système d'accélération croisée des entreprises italiennes en France et des entreprises françaises qui veulent s'installer en Italie, reposant sur deux atouts majeurs. Le premier, ce serait un système de parrainage où toute PME française qui veut s'installer en Italie bénéficie d'un parrain en Italie et réciproquement pour les entreprises italiennes. Et puis un deuxième parrainage au niveau des grands groupes. Et si vous avez la possibilité d'être accompagné par un grand groupe, puis une PME du pays symétrique, et bien évidemment, vous renforcez vos chances de mieux comprendre le marché local sur le plan culturel, sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan des différents codes qui vont faciliter votre installation. Donc je crois beaucoup à ce projet qu'on va essayer de mettre en œuvre avec les équipes de l'IREFI cette année. Merci.